Bien, mes chers amis, mes chers camarades, c'est la 17e journée nationale travail et handicap. Ça montre en tous les cas que la Confédération tient ce dossier à cœur depuis 17 ans au moins et que, bien entendu, je vous donne déjà rendez-vous pour la 18e année, sachant que nous avons bien envie de faire évoluer les choses, y compris dans l'année qui vient, même si ça ne va pas être une année difficile. Vous comprenez tous pourquoi. Mais j'y reviendrai. Il y a 12 millions de Français, ça veut dire pas loin d'un Français sur 4 dans le monde du travail, qui sont touchés par une incapacité, une limitation d'activité ou un handicap, et 8 millions qui seraient estimés comme proches aidants. Pour nous, Force ouvrière, ces millions de Français ne sont pas des citoyens de seconde zone, comme pourraient le laisser croire certains programmes de certains prétendants, je ne donne pas de nom, à la prochaine élection présidentielle, qui, pour la plupart, éludent ce projet, en tous les cas pour l'heure, dans leur programme. Le combat syndical en faveur des travailleurs handicapés est inscrit depuis maintenant plusieurs décennies dans notre organisation. Et en ces temps pas faciles, notre lutte, je pense, doit redoubler d'efforts afin que nos actions accompagnent les plus fragiles et les plus précaires dans les entreprises. C'est pourquoi notamment, et nous avons eu avec Anne cette discussion hier avec une rencontre avec l'Association des paralysés de France notamment, c'est pourquoi nous estimons qu'il est plus que temps d'aborder la question de l'emploi des personnes handicapées au niveau interprofessionnel. Et nous demandons donc l'ouverture d'une délibération sociale qui pourrait déboucher sur une véritable négociation sociale interprofessionnelle sur cette question. Nous ne pouvons nous contenter des discussions au niveau des entreprises, des discussions éventuelles au niveau des branches. Il faut que l'on puisse marquer le terrain au niveau interprofessionnel, même si entre nous, avec M. Gattaz, les choses ne sont pas faciles. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer, et en tous les cas, ce serait une première si nous parvenions, confédération syndicale et organisation patronale, à aborder cette question dans une négociation au niveau interprofessionnel. Lorsqu'on a un chômage des personnes handicapées qui grimpe plus fortement que la moyenne de la population et chaque année et qui est 2 fois supérieur à cette moyenne, quand on a une explosion du nombre de RQTH, même si j'ai bien noté ce que vient de nous dire le médecin du travail et là-dessus, elle a tout à fait raison sur ce qu'on peut appeler les maladies liées au stress au travail. Si on a 2 fonds d'insertion qui fonctionnent, je pense à l'AGFIP et au FPHFP, même si pour des raisons d'austérité budgétaire, l'un et l'autre sur des modalités différentes ont leurs moyens financiers remis en cause, et nous n'arrêtons pas là-dessus de protester. Il y a en tous les cas matière à négocier à l'échelle nationale et je l'ajoute en particulier au niveau interprofessionnel. Cela devrait permettre, selon nous, d'aboutir à des changements dans la manière de négocier les accords, dans les calculs et dans les critères de calcul de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, ainsi que dans les systèmes de financement, ce qui permettrait aussi au passage, je pense, de sauver l'AGFIP et le fonds paritaire FPHP et mieux protéger et accompagner les actifs en situation de handicap. Permettez-moi d'attirer votre attention sur 3 points. Le premier point concerne le sujet de cette 17e journée nationale travail et handicap, à savoir le maintien dans l'emploi. Les dispositifs de maintien dans l'emploi doivent théoriquement permettre aux salariés concernés par un handicap de conserver un emploi dans leur entreprise, en impliquant plusieurs acteurs. Le salarié, bien sûr, l'employeur, le CHSCT, la médecine du travail et les opérateurs spécialisés, notamment les actuels SAMET. J'utilise le terme théoriquement et certains parmi vous comprendront bien pourquoi. En effet, nos camarades militants qui se battent chaque jour sur le terrain pour faire respecter les droits de nos collègues handicapés nous expliquent souvent combien il est difficile de le faire. A contrario, et malheureusement, nous observons des licenciements pour inaptitude beaucoup trop fréquents, souvent.
C'est pourquoi vous devez être vigilants et accompagner les salariés avec force et conviction en privilégiant les coopérations avec les acteurs du monde du handicap. Ils peuvent vous aider et nous aider à éviter la désinsertion professionnelle et le chômage. Le deuxième point concerne le dernier rapport du Défenseur des droits qui dénonce la double peine dont sont victimes les femmes handicapées dans le monde du travail. Elles sont encore davantage que les hommes exclues du marché du travail. De plus, elles font face à des inégalités et des difficultés renforcées pendant leur carrière. D'une certaine manière, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si 10% des hommes reconnus handicapés sont cadres, on ne recense qu'1% de femmes cadres reconnues handicapées. Enfin, je voulais vous parler de la suppression du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, pour l'accès à la retraite anticipée. C'est une aberration, un évident déni de droit. Depuis le 1er janvier 2016, la RQTH n'est plus considérée comme un critère ouvrant droit à la retraite anticipée pour les personnes handicapées. Désormais, seul est pris en compte le critère du taux d'incapacité qui doit être supérieur à 50% de handicap est délivré par la maison départementale des personnes handicapées. Or, et c'est l'évidence même, peu de travailleurs handicapés ont un taux situé entre 50 et 100%. D'ailleurs, les chiffres de la dernière étude de la DARES de mai 2015 le confirment, seulement 6 à 12% des allocataires de l'allocation adulte handicapé travaillent en milieu ordinaire. Quand on sait que pour avoir accès à l'allocation adulte handicapé, il faut un taux d'incapacité situé entre 50 et 100%, la conclusion est vite faite. En effet, les personnes handicapées se situant au-dessus de ce seuil sont bien souvent tellement affectées par leur handicap qu'elles ne peuvent pas ou plus du tout travailler. Alors pourquoi permettre la retraite anticipée pour celles et ceux qui ne sont pas ou plus du tout en emploi et l'interdire à ceux qui sont travailleurs handicapés mais sous ce seuil de 50%? La Confédération soutient donc l'action du collectif qui se mobilise sur ce sujet, et en particulier notre camarade Henri Galli, qui avait témoigné lors de notre précédente journée. Comme je vous l'ai indiqué, ce taux d'incapacité reste essentiellement attribué dans le cadre de l'examen du droit à l'allocation adulte handicapé. Cette aide monétaire attribuée en cas de cessation ou de réduction d'activité. En dessous de 50%, vous n'avez pas droit à cette allocation. C'est pourquoi, pour des raisons budgétaires, on voit fleurir les taux d'incapacité à 49%. Vous l'aurez compris, ce critère étant défini à la fois pour l'accès à la retraite anticipée et pour l'accès à l'allocation adulte handicapé, il devient difficile d'atteindre ce taux, même avec une maladie invalidante. Double peine donc pour les personnes handicapées qui n'atteignent pas ce taux. Pour autant, elles n'en sont pas moins reconnues handicapées et doivent vivre toute leur vie avec leur handicap et malgré leurs difficultés, pas d'allocation adulte handicapé, pas de retraite anticipée, obligation de se maintenir ou de trouver un emploi pour subsister avec l'épée de Damoclès de la précarité et du chômage. Il est nécessaire que notre société soit, pour reprendre un terme à la mode, plus inclusive pour les personnes handicapées, dans le respect de notre héritage social républicain. Je rappelle que si l'on veut donner une définition d'une société inclusive, ça peut être une société sans privilèges, sans exclusivité, mais aussi sans exclusion. Et tous, à notre niveau, nous devons être les garants de cet héritage et rester vigilants. Vous le savez, Force ouvrière est profondément attachée aux valeurs républicaines qui sont indissociables l'une de l'autre. Liberté, égalité, fraternité et volontairement, j'ajoute la valeur de laïcité. Et nous savons aussi que ces valeurs, au moins dans leur application, sont régulièrement menacées par ce que l'on peut appeler les politiques de rigueur ou d'austérité. Je rappelle que la valeur d'égalité de droit, c'est la valeur républicaine, ce n'est pas l'égalité des chances. La valeur républicaine d'égalité, c'est assurer un minimum d'égalité de droit entre les citoyens, si l'on parle des citoyens, ou entre les travailleurs, si l'on est dans le domaine du travail. Parler d'égalité de droit entre les citoyens, c'est par exemple exiger
une présence minimale du service public sur l'ensemble du territoire, et notamment dans les zones rurales, qui sont de plus en plus désertifiées. Parler d'égalité de droit minimum entre les salariés, c'est préserver les conventions collectives nationales, c'est préserver les statuts nationaux. C'est tout le combat que nous avons mené notamment, et qui n'est pas terminé, nous sommes sur les aspects juridiques, contre la loi travail qui flingue, pardonnez-moi l'expression, la dimension nationale, au moins en ce qui concerne le temps de travail et la durée du travail. Alors, en ces périodes d'élections présidentielles, je précise que, comme d'habitude, Force ouvrière ne donnera aucune consigne de vote aux élections présidentielles, à la fois au premier tour et à la fois au deuxième tour, je le précise dès maintenant. Il ne faudra pas crier à un moment donné, je ne parle pas de nous, attention à la démocratie. Quand on ne veut pas que la démocratie soit mise en cause, on prend les mesures nécessaires pour que les politiques d'austérité prennent fin et que la démocratie ne soit pas en cause. Donc il ne faut pas confondre le thermomètre et la manière dont se constituent les choses. Ça ne nous empêchera pas, bien entendu, de rappeler quelles sont nos analyses, nos positions, nos revendications, voire de réagir ici ou là à certaines propositions, ce qui ne vaudra pas pour une consigne de vote, qui peuvent nous apparaître dangereuses. Parce que vous connaissez tous le vieil adage, qui ne dit mot consent. Exemple récent, on ne peut pas laisser passer une proposition d'un candidat à la présidentielle qui conduirait demain à flinguer l'assurance maladie. Si demain, mes camarades, si demain, ceux qui sont considérés comme les plus aisés, je ne sais pas à partir de quel niveau, continuent à payer, eux et leur entreprise, les cotisations à l'assurance maladie, mais ne bénéficient plus des mêmes droits à l'accès aux soins, parce qu'ils auraient une franchise de 1 500 ou 2 000 euros avant de pouvoir être remboursés, ou parce qu'on ferait une distinction entre le petit risque et le gros risque. Au passage, en termes de modernité, ils repasseront. Il y avait un rapport en 1977, vous voyez que ça n'est pas d'aujourd'hui, qui s'appelait le rapport Berger, rien à voir avec l'actuel secrétaire général de la CFDT, c'était un député de l'époque, qui faisait déjà la distinction entre le petit risque et le gros risque. Mais vous imaginez que si demain, ceux qu'on considère comme les plus aisés continuent à payer, mais n'ont plus les mêmes droits à l'accès aux soins, ils finiront par dire « mais à quoi ça sert la sécurité sociale ? Il faut mieux qu'on aille directement aux assurances privées ». Et ça, ce sera la fin de l'assurance maladie. Tout système de protection sociale collective ne peut fonctionner dans la solidarité que s'il est obligatoire. Ça veut dire que si personne n'y échappe d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'on cotise en fonction de ses moyens, mais on a tous les mêmes droits. Et ça vaut pour l'assurance maladie comme ça vaut pour les allocations familiales. Au passage, le candidat qui propose ça pour l'assurance maladie fait le contraire dans les allocations familiales. Mais ça, les politiques ne sont pas à une contradiction près. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, on dira ce qu'on a à dire sur certaines propositions, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, qui nous apparaissent dangereuses, à la fois pour ce que nous pensons, pour nos conceptions, pour, au-delà de là, pour notre attachement aux valeurs républicaines. Je rappelle que dans la conception de notre République, mes camarades, il y a aussi, c'est la Constitution, ce que nous appelons la République sociale, qui est d'assurer un minimum d'égalité de droits entre les citoyens et un minimum d'égalité de droits entre les travailleurs. Et cela vaut pour tous les travailleurs, qu'ils soient ou non en situation de handicap. Ça signifie que nous allons préserver, bien entendu, dans la période à venir comme dans les autres périodes, notre liberté et notre indépendance. Ça ne nous empêchera pas de parler. On saura exposer nos revendications, qu'on devra compter sur nous, mais nous le ferons en toute liberté et toute indépendance. Et d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour notre 18e journée. Je vous remercie.